pour investir à long terme, il faut être, confiant dans le fait que vous êtes assuré de vos droits de propriété, vous n'allez pas être exproprié. Ce n'est pas quelqu'un qui vous laisse occuper ce terrain, mais qui peut, une fois que vos cacaoyers ont poussé, essayer de venir le reprendre, etc. C'est important. C'est la question foncière. La question foncière est importante. Il y a des questions de technologie, c'est clair. Et ça, c'est un sujet qu'on peut reprendre, parce que vraiment, la technologie est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique. Les gens, souvent, la voient comme une menace, mais je crois que dans la plupart des secteurs, on l'a fait dans le cellulaire. Bon, j'étais impliqué ici à l'époque, en 95, quand on a commencé, etc. Le cellulaire, ça a révolutionné nos sociétés. Vous avez l'impression que l'Afrique ne saisit pas au bon, justement, le tournant technologique? On peut toujours faire mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment être conscient. Prenez, là, actuellement, j'ai eu une initiative personnelle dans le solaire. Prenez le cas du solaire. C'est une véritable révolution qui est en cours, à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu que le président Biden a donné ce qu'ils appelaient le Inflation Reduction Act, 380 milliards de dollars. Je ne vais pas traduire ça en francs CFA, mais ça fait une somme faramineuse pour développer le solaire. Si vous regardez le coût du solaire, de 1975 à aujourd'hui, il a été divisé par 400. C'était 105 dollars le watt, c'est 27 cents le watt aujourd'hui. Donc 60 000 francs CFA, moins de 100 francs CFA. C'est incroyable. Et donc, les économies comme l'économie américaine sont en train de basculer vers le solaire. Alors, on est en Afrique. Vraiment, c'est un discours que j'ai tenu récemment. Et oui, je suis en train de travailler avec la BAD, les institutions, la SFI, etc. Parce que vraiment, qu'on ait des problèmes d'énergie dans le continent le plus ensoleillé du monde, c'est une aberration. Avec la technologie actuelle, on a la possibilité de mettre des panneaux sur pratiquement de façon résidentielle partout. Et l'autre révolution qui est en cours, c'est celle du transport, parce que si je peux vous mettre une batterie avec ces panneaux, vous allez conduire, M. Derassouba, gratuitement tout le restant de votre vie, si vous avez un véhicule électrique. Donc, plus de stations-service, plus d'essence, plus de prix de l'essence qui monte, et vous chargez votre voiture avec le soleil qui brille sur nos têtes. C'est un manque à gagner aussi pour l'économie. Non, parce que c'est un gain de productivité. Regardez le gain de pouvoir d'achat que c'est pour la famille moyenne. Vous vous rendez compte que le poste essence véhicule passe à zéro, le poste facture d'électricité passe à zéro, ça vous transforme. Au contraire, ces gens-là vont dépenser plus, consommer plus, investir. Et c'est comme souvent, malheureusement, ce sont les pays les plus avancés qui bénéficient de ça en premier, ce qui fait qu'en fait, l'écart, au lieu de se réduire, s'accroît. Donc c'est important, comme on l'a fait dans le cellulaire, qu'on soit conscient de ces révolutions et qu'on saisisse la balle au bon, parce qu'on a vraiment une opportunité de le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille, et c'est concret et c'est très intéressant. Et on espère qu'on aura l'occasion d'en parler profondément, de façon spécifique sur ces sujets-là, évidemment avec vous. On m'a dit de ne pas être trop technique, donc je... Très bien, parfait. Tidiane Thiam, vous dites que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999, qui a renversé le président Henri Konan Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie, évidemment, à plusieurs putschs. Vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous justement sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coup d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coup d'État et de violence. Vous savez, moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 1998, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. En 88, vous dites? 98. 98. Parce que c'était prévisible. Il y avait des difficultés, en particulier au niveau de l'éducation. Le fait qu'il y avait une croissance démographique
très importante, que les premiers programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI en 80, en Côte d'Ivoire a été un des premiers pays d'Afrique subsaharienne sous ajustement structurel, ont conduit à fermeture des internats, interdiction de la construction de lycées par l'État et un abaissement drastique des dépenses d'éducation de l'État. Or, c'était l'État qui finançait l'essentiel des dépenses. On était arrivé à une situation en 1998 où, au CM2, seulement 10% des gosses pouvaient continuer leurs études. Donc, si vous mettez à la rue 90% des enfants, vous avez un problème. Bon. Donc, ces problèmes de démographie et d'opportunité vous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le soldat qui m'avait arrêté au coup d'État était tellement jeune que je lui ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a dit « 17 ans, monsieur le ministre. » Donc, tout ça est lié. À la fin, ce qui compte, c'est d'assurer le progrès des populations. Bon, et la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire de progrès économique. Et je veux le dire ici parce que je sois clair. Moi, j'ai des amis partout. Il faut que chaque génération ajoute à celle qui la précède. Donc moi, je pense que sous le président Bédié, il y a eu beaucoup de bonnes choses faites. Sous le président Ouattara, il y a aussi beaucoup de bonnes choses faites. Et il faut que ceux qui viennent à chaque fois construisent, amplifient ce qui est bien, plutôt que d'être dans une logique négative et de destruction. Et ça aussi, c'est important, que les relations politiques soient apaisées, parce que si on est dans une logique vraiment on peut être adversaire sans être confrontation. Adversaire sans être ennemi, c'est deux mots vraiment qui ont un sens très différents. Deux mots qui ont leur sens. Oui, à ce moment-là, on peut avancer. Adversaire, la cohabitation impossible, on peut regarder dans la même direction. Absolument, on se réunit, voilà, c'est la guerre, on se tire dessus. La ligne rouge. Exactement. Donc, vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Et donc, effectivement, ces coups d'État, quelles que soient les bonnes intentions de leurs perpétrateurs, finalement, déstabilisent des choses. Parce que la communauté internationale porte un regard très négatif là-dessus. Et il y a même un risque supplémentaire qui est que se développe de plus en plus la perception que c'est l'Afrique francophone qui a un problème. Parce que le dernier coup d'État en Afrique subsaharienne anglophone date de 1993 au Nigeria. Ça fait 30 ans. Quand on entend des coups d'État, c'est toujours Guinée, Mali. Et donc, quand les investisseurs internationaux regardent ça, ils disent « mais il y a un problème en Afrique francophone ». Donc c'est important de gérer ces situations de façon aussi non conflictuelle que possible. Et puis, vraiment d'arriver à une espèce de maturité qui fait qu'on peut avoir une démocratie apaisée. Vous savez, c'est anecdotique, mais quand je suis rentré ici en août, mes camarades de terminale C du lycée classique sont venus me saluer, ça m'a beaucoup touché. Il y avait le ministre Adama Diawara, j'espère qu'il me pardonnera de le citer, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Bon, il était mon chef de classe quand j'étais en terminale. Bon, il est venu, il m'a rendu hommage, on est amis, c'était son anniversaire il y a 2 jours, je le lui ai souhaité. Pour moi, c'est ça la Côte d'Ivoire apaisée. C'est pas parce qu'on est dans des partis politiques différents qu'on doit être en guerre. Et de toute façon, si on se comporte comme ça, on ne peut que reculer. Et justement, parlant de reculade, est-ce que Tidiane Thiam s'est dit il faut qu'on analyse les mots qui ont divisé la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et ces mots-là, on arrive à les identifier et en face proposer des solutions. Vous avez évoqué une ébauche, notamment le fait de ne pas se regarder en ennemi, mais plutôt qu'adversaire. Est-ce que vous avez fait cet exercice ? Je ne prétendrai pas avoir la réponse, bien sûr. Je pense que chaque Ivoirien, c'est des questions que chaque Ivoirien s'est posées. Oui, mais c'est bon d'entendre. Et chacun a sa réponse. Bien sûr. Mais je crois que, bon, parce à la fin, la Côte d'Ivoire a été réputée pour être bien sûr, pays, bien sûr. À la fin, ça se ramène à une question de valeur. Il y a un socle minimum sur lequel il faut s'entendre. Par exemple, le fait que la vie humaine est sacrée, ce n'est pas négociable. Dès qu'on commence à faire des compromis avec ça, on va vers des choses très, très négatives. Donc ça, c'est une valeur fondamentale, je crois, pour moi, dans toutes les croyances spirituelles, dans tous les systèmes spirituels. La vie de l'être humain est sacrée. Donc on ne doit pas tuer. Vous vous rappelez ce que le président Houphouët-Boigny disait sur le fait qu'il ne verserait pas le sang. Bon, c'est très important. Donc ça, c'est... Et je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas accepter la violence comme moyen d'action politique. Le moyen d'action politique, c'est le discours, le dialogue.
Vous, M. Diarra-Souba, vous pouvez dire quelque chose qui me déplaît, je réponds. Moi, je peux vous dire quelque chose qui vous déplaît, on répond. On dialogue. Hein. C'est la fameuse phrase que tous les Ivoiriens connaissent, le dialogue est l'arme des faibles. Des forts, pardon. Des forts. Lapsus terrible. Oui, bien sûr. Le dialogue est l'arme des forts. C'est vraiment important. Plus que toutes les statistiques économiques, etc. Et puis, il faut pas juste... Il n'y a rien de plus destructeur que le cynisme. Les anglo-saxons disent que les actes parlent plus haut que les paroles. Donc, il faut vraiment que vos actes soient alignés avec vos paroles. C'est pour ça que j'essaie de donner des exemples concrets. Quand je prends l'exemple du ministre Adama Diawara, il ne faut pas juste dire oui, on est des frères. Parce que si les gens vous entendent dire ça, mais que d'un autre côté vous retournez et que vous avez un comportement complètement contraire, donc l'élite a une responsabilité particulière. Et la pédagogie est à base de répétition. C'est pas par hasard. Les Ivoiriens étaient fatigués d'entendre certaines phrases du président Houphouët-Boigny. Mais il les répétait à dessein. Dieu est amour, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais on dit qu'il faut avoir oublié quelque chose 9 fois avant de le savoir. Donc il faut aussi, sans relâche, dire ces choses-là. Et moi, mon rêve, c'est que vraiment, en tout cas sur ces choses-là, on puisse, à travers les lignes politiques, s'entendre. Parce que c'est ce qui permettra à la nation ivoirienne d'avancer. Tidiane Thiam, par principe, toutes les questions relatives au PDCI-RDA, à la succession du président Henri Konan Bédié, à votre ambition, si tant il est que vous en avez une pour diriger la Côte d'Ivoire un jour. On n'en parle pas dans cette interview pour le respect du deuil, justement, de la mémoire du président Bédié. Merci. Mais il y a une de vos phrases qui a constitué un choc pour moi quand je l'entends dans une interview. Quand vous quittez le Crédit Suisse, vous dites que vous n'aspirez plus à être président-directeur général d'une multinationale. Pourquoi? On m'a proposé, c'est pas un secret, Unicredit, qui est la première banque italienne, m'a proposé de prendre la direction d'Unicredit après. Non, parce que je pense que dans la vie, il faut se renouveler. Moi, je suis quelqu'un qui trouve beaucoup de satisfaction dans le fait d'affronter, de relever de nouveaux défis. Et j'avais été CEO 11 ans, c'est rare, avec des résultats trimestriels tous les 3 mois. Faire ça une 3e fois, déjà j'avais hésité à le faire une 2e fois. Et donc la 3e fois, non. Et je parle beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat, et c'est quelque chose que je n'avais pas fait dans ma vie. Et donc je voulais vraiment un peu partir, être à mon compte, être mon propre patron et arrêter de travailler pour les autres. Parlant du Crédit Suisse, quand vous y arrivez, l'entreprise est dans le creux de la vague, presque. Elle était quasiment en faillite. Quasiment en faillite. Vous reprenez la banque helvète. Quand vous sortez, justement, il y a eu une question d'espionnage, on n'a pas trop compris. Vous pourrez peut-être nous expliquer. Mais quand vous partez, en tout cas, le chiffre d'affaires est monté de, me semble-t-il, plus de 7 ou 8%. On a fait des profits de plus de 4 milliards de dollars après impôt. Et oui, en fait, cette histoire d'espionnage, ça a été largement commenté. Le point, c'est que... Non, on ne vous a jamais entendu là-dessus. Mais je n'ai jamais été mis en cause. Parce que oui, il y a eu enquête après enquête. Mais oui, enquête après enquête. Bon, après, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent sur Internet. Bon, ça, je ne peux pas contrôler ça. Mais je suis très fier de ce que mes équipes et moi avons accompli au Crédit Suisse. C'était vraiment un tour de force, peut-être une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma carrière. Ça a été la même recette, valoriser les collaborateurs? À un certain niveau, oui. Mais il y avait vraiment... la banque, il y avait un trou dans son bilan de 15 à 20 milliards de dollars, ce qui est énorme. C'était pratiquement équivalent à la valeur d'associé. Donc il fallait lever des capitaux et régler beaucoup de problèmes qui étaient tous antérieurs à ma gestion. Payer des amendes pour mauvaises pratiques aux États-Unis et essayer de changer la culture de la banque. Quand j'ai été embauché, on était d'accord que c'était un job de 10 ans.